Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les finances publiques, la situation s'aggrave. Pour 2023, le déficit public va passer à 5,6%. C'est bien ça, c'est 5,6%. On saura exactement la semaine prochaine, puisqu'on attend la publication des chiffres de l'INSEE. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que ça sera plus que ce qu'on avait prévu. Il faut se plus dire de les 4, choses 9. Très directement. On va dépasser 5 largement. Le ministre de l'économie, le ministre des comptes publics l'ont déjà dit. Ça sera plus. Et c'est un secret pour personne. Moi, je pense qu'il faut se dire les choses. Oui, il faut dire les choses. Exactement. La situation des finances publiques, elle est grave. Elle est préoccupante. Je pense qu'on a fait les choix qu'il fallait faire depuis 2017. On a, de 2017 à 2019, réduit les déficits très nettement. On était sortis à ce moment-là ça c'est le passé. De la situation de mauvais élèves de l'Europe. C'était la première fois qu'on sortait de la situation de déficit excessif en Europe. Et ensuite, il y a eu des crises, il faut le dire aux Français, et des crises sanitaires notamment. Je pense qu'on a bien fait de faire le quoi qu'il en coûte. J'entends des voix qui aujourd'hui refont le match en disant qu'il n'aurait pas fallu faire le quoi qu'il en coûte. Moi, je pense que la situation, elle aurait été bien plus grave si on n'avait pas fait ça. Et donc, c'est des choix qu'il faut assumer collectivement. Mais maintenant, il y a une situation en Europe de croissance qui est en train de se ralentir. Nos voisins et amis allemands ont une situation qui est encore plus préoccupante que la nôtre. En France, le déficit public allemand sera moins important que le déficit public français. Le point de départ n'était pas le même. Mais par contre, la détérioration de la situation, elle est bien plus forte chez nos voisins allemands. Eux, par rapport à leurs prévisions, ils ont perdu plus d'1 point de croissance. Ce n'est pas le cas de la France. Et donc, il faut continuer à maintenir les moteurs allumés, mais il faut aussi, en face de cette situation, prendre des décisions. Pourquoi est-ce que je vous donne le chiffre de 5,6% ? Parce que 5,6% du PIB, parce que c'est un chiffre donné par la mission de contrôle du Sénat. Donc c'est un chiffre plus ou moins officiel. Donc ce chiffre, vous ne le contestez pas. Je ne conteste pas. On verra, il sera peut-être confirmé la semaine prochaine. Vous ne le contestez pas. En tout cas, voilà, 5,6. On se dit les choses directement ce matin, je crois. C'est l'esprit de votre émission. C'est l'esprit de l'émission, parlons vrai. On a déjà dit les choses sur un déficit qui va s'aggraver. Et quand il y a moins de recettes, il faut qu'il y ait moins de dépenses. Alors, justement, moins de dépenses. Bruno Le Maire veut couper dans les dépenses sociales. Il faut remettre à plat les dépenses sociales. C'est ce qu'il dit. Donc, remettre à plat les dépenses sociales, ça veut dire faire des économies. Faire des économies où, Stanislas Guerini? Vous voyez je vais prendre quelques exemples. Allez-y. Je sais pas moi, par exemple, revenir sur l'indexation automatique de toutes les prestations sociales? Non, ça c'est non. Non, c'est non. Et on a déjà dit les choses ni clairement SMIC, là-dessus. Ni pension de retraite, on ne touche pas. Il y a eu des rumeurs qui ont couru ces derniers jours, ces dernières semaines, sur un certain nombre de décisions de cette nature. Et le gouvernement, le président de la République, a tordu le cou à ces rumeurs-là. Donc on peut dire les choses clairement, ça n'est pas ça. Vous ne toucherez pas aux prestations sociales. On a parlé de désindexation, notamment des retraites sur l'inflation. Ça n'est pas au programme, je le dis clairement devant vous, Jean-Jacques Bourdin, ce matin. Suppression des APL. On ne va pas jouer à ce petit jeu-là. Alors, non aussi, si vous voulez que je vous dise les choses très clairement. Non, mais c'est pas un jeu, c'est une précision utile. Tordons le cou, tordez le cou aux rumeurs, à toutes les rumeurs et tout ce qui se dit n'existe pas, parce qu'on laisse tourner beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est qu'on a une situation et un déficit qui s'aggrave. Quand on regarde la structure des dépenses en France, c'est vrai que les dépenses de transfert, les dépenses sociales, ce sont celles qui ont le plus augmenté sur beaucoup de politiques publiques. Il y en a qui accompagnent très directement des gens qui sont en difficulté, il y a des politiques pour aider pour la question du logement, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, moi, je ne suis pas en plus ministre de l'économie et des finances devant vous, avec des scoops pour vous dire, c'est exactement sur ce champ-là, vous en doutez bien, qu'on va bouger. Mais ce qu'il faut faire, très sérieusement et très collectivement, c'est regarder politique publique par politique publique, celle qui marche et l'efficacité des euros qu'on investit. Et puis, il faut regarder autre chose. C'est l'organisation de notre système aujourd'hui, de toutes les couches de responsabilité entre tous les acteurs. Et ça, le président de la République a confié une mission à Éric Woerth, qui est très importante, pour essayer très clairement de dire, au fond, on prend une politique publique et on se dit qui est responsable en face de celle-là, qui a le budget pour pouvoir la mener, qui doit être associé. Et ce travail-là,
pour moi, il est très important, parce qu'il doit nous permettre de déboucher sur une organisation plus efficace. Vous me dites aujourd'hui, on ne sait pas où l'on va faire des économies. On est en train d'y travailler. Vous êtes en train d'y travailler. Pardon, mais je ne veux pas donner l'impression qu'il y a un flou là non plus. Oui. Il y a une décision qui a été prise dès l'année 2024, là, en urgence, si je puis dire, de faire 10 milliards d'euros d'économies en plus. Ben là, on sait très bien où on les fait, ça a été documenté, c'est clair. Et puis, on est en train de travailler, pour être très clair, à l'année prochaine. On sait que l'effort, il doit être important. C'est plutôt 20 milliards qu'il faut aller chercher, là aussi. 50 milliards, dit même chiffres, la Cour des comptes, jusqu'en 2027. Le ministre de l'économie et des finances ont donné. Et donc, ce travail-là, il se fait maintenant pour l'année prochaine. Oui. Alors, il y aura des efforts demandés aux collectivités locales, j'imagine. Quand je parle d'organisation générale, mais non, mais là aussi, moi je fais partie d'une majorité. On se dit les choses directement. Il y a beaucoup de gens qui nous font des leçons aujourd'hui, de gens qui nous font des leçons, qui sont ceux, je pense au quinquennat de François Hollande, qui ont diminué année après année les ressources des collectivités territoriales. Ça n'est pas notre cas. Et donc, s'il y a des économies à faire, il faut aller les mains dans le moteur, voir comment on organise les choses. Ce qui est certain, c'est que je crois que sur certaines politiques publiques, les responsabilités sont beaucoup trop dispersées. Et donc, à nous de prendre nos responsabilités, de dire comment on organise les choses et à ce moment-là, comment on génère des économies. Bien, alors nous allons entrer dans le détail, puisqu'on ne se cache rien, nous allons parler des fonctionnaires. Est-ce que vous allez baisser le nombre de fonctionnaires? C'est pas le programme. C'est pas le programme. Moi, je me souviens quand même d'Emmanuel Macron en 2017, promesse, nous supprimerons 120 000 postes de fonctionnaires. On a le droit de dire qu'on a changé? On peut dire aussi que vous n'avez pas tenu vos promesses. D'apprendre de nos expériences, d'apprendre d'un premier quinquennat. Oui, c'est vrai. Le programme du président de la République, qui a été candidat réélu en 2022, n'était pas le même en 2022 qu'en 2017. C'est vrai, en 2017, le programme que j'ai porté de notre majorité, j'ai fait campagne législative pour ça, j'ai été élu, c'était 120 000 suppressions de fonctionnaires. 50 000 pour l'État, 70 000 pour les collectivités territoriales. Et puis, on a bougé sur cette question-là. On s'est rendu compte, dans le premier quinquennat, qui est un quinquennat de crise, qu'on a besoin de remettre de l'humain sur nos territoires, derrière des guichets de services publics, parce que les gens, ils veulent, quand ils ont des besoins, voir des voix et des visages. Et donc, notre programme, il a changé. Et le président de la République, candidat à sa réélection en 2022, il a dit les choses clairement. Il a dit stabilité de l'emploi public sur ce quinquennat, stabilité. Donc moi, je suis un ministre de la fonction publique dont, peut-être pour la première fois, le mandat ne repose pas sur des suppressions de postes, mais une stabilité des postes. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des endroits où on doit mieux faire? En 2024, donc stabilité ou augmentation du nombre de fonctionnaires? Non, stabilité des postes, réinvestissement sur certains pans politiques. On crée des postes de policiers, de gendarmes, de magistrats. Globalement, il n'y aura pas de fonctionnaires en plus. Pas de suppression de postes. Mais je vais ajouter une chose. Et pas d'augmentation du nombre de fonctionnaires. Pas d'augmentation du nombre, pas de diminution. Mais là où je veux ajouter un point, Jean-Jacques Bourdin, c'est que notre sujet aujourd'hui, et au fond, le débat sur plus ou moins de fonctionnaires, il est quasiment un peu derrière nous. Notre sujet aujourd'hui, c'est de pourvoir les jobs qui sont ouverts. C'est votre problème. Je l'ai dit ce matin à votre antenne, et au moment où on se parle, 70 000 postes que moi je sais pourvoir aujourd'hui et que je propose aux Français. Et que vous n'arrivez pas à pourvoir. De toute nature. Des postes pour venir faire carrière dans la fonction publique. Vous proposez 70 000 postes que vous n'arrivez pas à pourvoir. Aujourd'hui, ils ne sont pas pourvus. Donc mon sujet, c'est un sujet d'attractivité, c'est un sujet de fidélisation, évidemment aussi. Ça veut dire qu'il faut agir sur tous les leviers. Les leviers salariaux, je les regarde en face. Je vais revenir. On en parlera. La partie conditions de travail, qui est évidemment essentielle aussi. Et puis, donner des perspectives de carrière. Parce que, il y a une semaine de ça, j'ai fait un salon national de l'emploi public. Il y a 6 000 personnes qui sont venues. Donc ça intéresse. Et ce qui intéresse aujourd'hui les gens, c'est de pouvoir faire toute une carrière très diverse dans la fonction publique. Et je crois que les employeurs publics, ils savent proposer ça. Et donc, il faut le dire aussi à votre antenne. Venez faire carrière dans la fonction publique. Pour rendre les postes de fonctionnaires attractifs, il y a les traitements, les salaires. Est-ce que le point d'indice des fonctionnaires sera gelé en 2024 ? Je vais vous donner un scoop. La rémunération indiciaire, donc c'est-à-dire le fixe des fonctionnaires, je l'ai augmenté. 3,5 en 2023. Il y a 2 mois de ça, janvier 2024. J'ai pris des décisions. Certaines se sont appliquées en juillet 2023, d'autres en octobre, les dernières en 2024. Donc, j'entends beaucoup parler de l'année 2024,
je vais être très factuel à votre antenne ce matin, Jean-Jacques Bourdin, la rémunération moyenne des fonctionnaires, des agents publics dans notre pays, en 2024, par rapport à 2023, elle augmente de 5,7% en moyenne. On a fait face à une situation d'inflation qui était très forte. Et elle, j'en tire pas gloriole. C'est vous vrai ne qu'il y a eu beaucoup toucherez d'inflation. pas à la rémunération des fonctionnaires en 2024. Donc, j'ai augmenté la rémunération des fonctionnaires. Ça, je sais. On a pris des décisions en 2022, en 2023, dont certaines s'appliquaient encore 1,5% en janvier 2024. Et je vous dis ce matin à votre antenne que la rémunération moyenne des fonctionnaires en 2024, je ne parle pas de 2023, je parle de 2024, elle augmente de 5,7% par rapport à 2023. Ce sont des choses qui sont très concrètes. Mais elle ne bougera plus d'ici la fin de l'année 2024. J'ai fait une proposition qui est là aussi inédite au syndicat, qui est de venir se mettre autour de la table et de construire une négociation salariale annuelle. Donc vous êtes prêt avec les syndicats. Je suis prêt à continuer aujourd'hui à discuter des rémunérations. À discuter des rémunérations sur l'année 2024 et les années qui viennent. Les années qui viennent. Mais pour avoir, comme dans le privé, si j'ai bien compris, Stanislas Guérini, pour avoir, comme dans le privé, une négociation salariale annuelle. Ça n'existe pas dans la fonction publique. C'est totalement anormal. Oui. En réalité, on a un système qui ne marche pas bien, où la seule responsabilité, c'est... C'est ce que vous voulez mettre en place. Oui, c'est ce que je veux mettre en place. Et c'est pour ça que je dis que c'est une proposition qui est inédite aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que le salarial, ça n'entre pas dans le champ de la négociation, dans la fonction publique. Et donc moi, j'ai dit aux syndicats, chiche, construisons exactement ce qui existe. On parle des NAO dans le public, des négociations annuelles obligatoires. On peut mettre en place une négociation salariale annuelle obligatoire, où on a l'obligation de s'asseoir autour de la table, où on met l'ensemble des organisations syndicales, où on met l'ensemble des employeurs aussi, parce que dans la fonction publique, il y a des employeurs qui sont divers. Il y a des collectivités territoriales, il y a des hôpitaux, il y a des administrations publiques, on le sait. Moi, je suis le ministre des trois fonctions publiques. Donc, je mets autour de la table l'ensemble des syndicats, l'ensemble des employeurs. On construit une vraie négociation. On partage la situation, on s'interroge sur les bons leviers à mettre en face, on parle chiffres, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et on prend nos responsabilités. Ça, c'est pour 2025, voilà, on est bien d'accord. Le système 2024, on ne touche à rien, c'est pour 2025. Mais aussi pour une raison, que vous allez parfaitement comprendre. Je voudrais que tout soit précis. Tout est précis, 2024, je suis fonctionnaire, j'ai été augmenté 2 fois ou 3 fois en 2023 et en janvier encore 2024. Exactement. D'ici fin 2024, je ne verrai pas mon traitement augmenter, on est bien d'accord. Moi, les discussions que je mets en place, c'est effectivement pour l'application 2025. Donc en 2024, mon traitement n'augmentera pas. Je vous ai répondu là encore et je le fais pour la 3e fois. Oui, mais moi je vous pose la question pour la 3e fois ou la 4e. Le traitement n'augmentera pas en 2024. Le salarié, l'auditeur qui nous écoute, il regarde sa rémunération d'une année sur l'autre. On est bien d'accord. Il regarde sa fiche de paie. Et donc ma fiche de paie ne bougera pas, ne bougera plus d'ici la fin 2024. Ne bougera plus, mais ne dites pas ne bougera pas. Moi, ne bougera plus d'ici la fin 2024. Ne bougera pas. Janvier 2024 par rapport à janvier 2023, je le redis pour la 3e fois, ça j'ai compris. Il y a des augmentations de salaire qui ont été vous me l'avez dit. Voilà. Mais donc ça ne bougera plus d'ici 2024, la fin 2024. Est-ce que vous voulez une grande réforme de la fonction publique ? Est-ce que vous préparez une grande réforme de la fonction publique ? Oui, je crois qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Pour plus d'efficacité de notre fonction publique. Je crois qu'elle est nécessaire pour pouvoir entrer dans la fonction publique plus facilement, bouger dans la fonction publique plus facilement, en sortir parfois. Je crois qu'elle est nécessaire pour que le travail, l'engagement paye plus dans la fonction publique. Je crois qu'elle est nécessaire pour mieux valoriser les compétences et les métiers dans la fonction publique. Donc rémunération au mérite. Que je suis en train de préparer, entre autres. Donc rémunération, ça peut être quoi une rémunération au mérite dans la fonction publique ? Et d'abord de pouvoir évoluer plus facilement dans sa propre carrière, d'avancer. Je vais vous prendre un exemple très concret. Un métier qui existe dans la fonction publique, dans nos mairies. Je sais que vous êtes très sensible. Les mairies de petite taille, il y a des secrétaires de mairie. Nos secrétaires de mairie, elles sont rentrées bien souvent il y a 20 ans, il y a 30 ans. Beaucoup vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Je dis elles parce qu'à 94%, ce sont des femmes. Elles ne sont pas très bien rémunérées. Elles sont catégorisées parce qu'on leur a mis une étiquette sur la tête sur la seule base du diplôme qu'elles avaient où il y a 20 ou 30 ans. Et il y a un plafond de verre au-dessus de leur tête. Moi, je veux, et c'est le cœur de la réforme que je suis en train de préparer, qu'on puisse faire péter les plafonds de verre. Qu'on puisse, remettre en cause, je vais être clair. Non, mais, moi aussi, mais laissez-moi finir et je vous réponds. Finissez, sur la base des
compétences et de la valorisation des métiers, de se dire, quand on exerce un métier qui est reconnu par tous comme utile, comme à forte responsabilité, et je crois qu'il y a un consensus pour les secrétaires de mairie, il faut qu'on puisse évoluer plus facilement. Eh bien, posez-vous la question, on a eu besoin d'une loi à l'Assemblée nationale pour revaloriser un métier. Il y a 1000 métiers dans la fonction publique. Est-ce qu'on va avoir besoin de 1000 propositions de loi pour le faire? Voilà, moi, ce que je veux faire avec un projet de loi, c'est pouvoir nous donner des moyens pour pouvoir plus facilement revaloriser des métiers, valoriser les compétences. Ça, c'est le cœur de ce projet de loi. Quand je vais le faire après l'été. Donc je concerte, j'ouvre une concertation et donc, je le ferai début avril. Grand projet de loi de réforme de la fonction publique. Oui. Après l'été. Ça a été confirmé par le président de la République et par le Premier ministre, qui en a parlé dans sa déclaration de politique générale. Avant l'été, je verrai évidemment très régulièrement les organisations syndicales, comme vous l'avez compris, pour négocier sur les salaires, pour parler des conditions de travail, pour concerter aussi sur la réforme de la fonction publique. Et puis, je ferai comme je fais depuis maintenant quasiment 2 ans, j'irai sur le terrain. J'étais hier à Nice, vous voyez, à réunir des agents des 3 versants de la fonction publique, de toute catégorie, parce que cette réforme, elle doit être construite à partir du terrain. Alors, Stanislas Guerini, grande réforme, projet de loi, grande réforme, ça veut dire remise en cause des fameuses catégories. C'est des questions qu'on va mettre sur la table. Vous préparez une remise en cause des catégories, des différentes catégories A, B, C. Vous venez de me prendre un exemple de la secrétaire de mairie qui est bloquée parce qu'elle est en catégorie C. Ce qui est certain. Est-ce que vous êtes favorable à la remise en cause de ces catégories? Ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir changer beaucoup plus facilement. Non, mais je vous pose une question. Non, mais je m'en suis jamais caché. On a voulu revaloriser nos secrétaires de mairie en disant elles sont C. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un métier qui devrait correspondre plutôt à B. Mais résultat des courses, la seule solution qu'on avait, c'est de leur dire attendez, madame, 94% de femmes, allez passer pendant 1 an de cours du soir un concours administratif qui parfois n'a pas grand-chose à voir avec le contenu réel de votre métier pour pouvoir changer de catégorie. Il y a un truc qui tourne pas rond. Il y a un truc qui tourne pas rond dans le système. Il faut remettre en cause les catégories. Il faut beaucoup plus de fluidité. Les catégories aujourd'hui, elles sont parfois, pour les agents de la fonction publique, des plafonds de verre. Écoutez, on a un système qui a été pensé en 1946, c'est le statut de la fonction publique, à un moment où il y a 10% des gens d'une classe d'âge qui avaient le bac. Et à ce moment-là, le diplôme, ça rangeait très bien les métiers au-delà de la fonction publique dans la société. Vous aviez le brevet, il y avait la catégorie D d'ailleurs à l'époque dans la fonction publique, on l'a supprimé dans les années 90, et puis tout se rangeait comme ça. Moi, ce que je constate aujourd'hui, mais vos auditeurs, ils le savent très bien, c'est qu'il y a une distorsion très forte entre la valorisation des métiers et notre système de rangement. C'est obsolète. Je pense qu'il faut faire bouger ce système, oui, je le dis. Aujourd'hui, on a des agents publics qui veulent ça veut dire bouger. mettre à bas cette histoire de catégorie. On a des agents publics. Remettre en cause les catégories. Qui veulent bouger, qui sont pleinement dans le 21e siècle, mais le système autour d'eux, il est resté bloqué dans les années 80. Et donc moi, je veux m'attaquer au système qui empêche les mobilités. Je vais prendre un deuxième exemple. Vous allez vous attaquer aux catégories A, B, C. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, et je le dis, je ne fais pas le match avant le match, je vais concerter pour réorganiser, les organisations syndicales, pour pouvoir bouger plus facilement. Je vais prendre un deuxième exemple. Il y a plein de métiers aujourd'hui dont on a besoin dans la fonction publique. On a besoin de faire la transition écologique. On a besoin de gens qui connaissent bien les systèmes énergétiques, qui vont venir nous aider à faire le plan de sobriété. On n'arrive pas à recruter. Mais résultat des courses, vous avez des gens, des énergéticiens, qui ont un CAP, qui sont rentrés et qui sont catégorisés, qui sont totalement enfermés dans le système. Et vous avez, et je vais dire un truc qui va parler à certains de vos auditeurs, dans des mairies aujourd'hui, des maires qui me disent « Moi, je suis tellement coincé que je demande à mes agents de démissionner pour pouvoir les réembaucher le lendemain en agents contractuels. » On est chez les fous. On est chez les fous. Il y a un système qui ne marche pas très bien. Donc vous préparez une remise en cause de ce système. Moi, jusqu'au bout de ce quinquennat, je pense qu'il faudra réformer. Donc remise en cause de ce système. Je veux réformer la fonction publique et lui donner beaucoup plus de mobilité dans l'intérêt de nos agents publics. Moi, je me bats. Et c'est le cœur du projet politique du président de la République. Remettre en cause les catégories. Mais bon, je suis assez direct avec vous ce matin pour dire que les catégories telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, voilà, je le dis prudemment, elles bloquent beaucoup de mobilité. Donc, il faudra, en concertation, moi c'est ce que je fais en concertation, depuis les remettre en cause. Où je suis ministre, en concertation,
voir comment est-ce qu'on peut décoincer un système qui, aujourd'hui, je le dis, est trop coincé. Bien. Est-ce que les hauts fonctionnaires sont un obstacle à la simplification administrative? Je dis ça parce que le président de la République, il a dit, lui. Non, il a incité les hauts fonctionnaires à simplifier plus vite l'action publique. Oui, c'est pas pareil. Oui, il les a incités. Il leur a pas dit qu'ils étaient un obstacle, il leur a demandé... Plus qu'incité, quand même. Il les a rappelés à l'ordre un peu. Pardon, j'y étais, je crois, et tous les jours, je suis avec tous les fonctionnaires, les hauts, j'aime pas tellement le terme, comme les bas d'une certaine façon, mais tous les fonctionnaires sont engagés pour l'efficacité de l'action publique. Engagés, et donc, mais ça doit démarrer. Ça doit démarrer. Il faut simplifier. Par nos fonctionnaires. Évidemment, Jean-Jacques Bourdin, qu'il faut simplifier. Oui. Il faut simplifier en partant du terrain. Moi, je vais vous dire avec beaucoup d'humilité, on a fait plein de lois, de simplification, etc. D'une certaine façon, j'en ai pris ma part, j'ai été rapporteur d'une loi dans le précédent quinquennat sur le droit à l'erreur. C'est formidable. Mais est-ce que ça s'applique partout, à tous les acteurs, à toutes les entreprises, à tous les citoyens? La réponse, c'est non. C'est pas totalement vrai aujourd'hui. Donc, il faut changer de méthode. Et changer de méthode, ça veut dire faire beaucoup plus confiance au terrain. Ça veut dire partir de nos fonctionnaires de terrain qui, eux, voient bien la complexité. Partir et qui, d'ailleurs, au lieu de partir d'en haut. Bien sûr. Et qui, d'ailleurs, eux-mêmes la subissent. Moi, vous savez, j'ai été très marqué. On a vécu une colère de nos agriculteurs. Oui. Ils se sont exprimés leur colère. Elle était très légitime. Il y a beaucoup de fonctionnaires de nos administrations. Je pense au ministère de l'Agriculture. Je pense à des administrations qui appliquent notamment des normes environnementales, qui ont vécu cette colère en première ligne. Et ça a été dur. Et moi, je le dis, je suis à leur côté aussi. Parce que c'est pas de leur faute, d'une certaine façon. Eux, ils ont senti... Moi, je suis le ministre des Agents Publics. Pris à partie. Je suis le ministre des Agents Publics parce qu'ils ont senti ça comme une forme de double peine. Parce qu'eux-mêmes, ils appliquent des règles qui sont complexes, qu'ils n'ont pas choisies. Et ensuite, ils se prennent en première ligne la colère sur le terrain. Et donc, à nous, responsables politiques, aux fonctionnaires, de simplifier, parce qu'on va d'abord aider les agents publics qui, eux, sont sur le terrain et qui vont aider nos concitoyens. Bien, les Jeux Olympiques, préavis de grève, donc déposé par la CGT et Force ouvrière. Dites-moi, prime promise, vous avez annoncé entre 500 et 1500 euros. 1900 pour les policiers. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a un dispositif qu'on assume parfaitement, de primes supplémentaires pour des forces de l'ordre, à qui on demande d'annuler tout simplement toutes leurs vacances d'été, de façon très large. Il n'y a quasiment aucune autre catégorie de fonctionnaires à qui on va demander le même effort, et d'être sur le terrain, je ne dis pas en permanence, mais de façon extrêmement intense pendant toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc je pense que chacun qui nous écoute aujourd'hui peut comprendre que les Jeux, cet événement extraordinaire qui arrive une fois tous les 100 ans de notre pays, il va impacter les agents publics un peu différemment en fonction de leur mission. Donc c'est pas illogique. J'ai entendu Madame Binet dire c'est indigne qu'il y ait des primes qui soient différenciées en fonction des agents publics. Moi, je pense que c'est un propos qui est totalement déplacé, totalement à côté de la plaque. La réalité, c'est que nos agents publics, ils vont vivre une situation différente, ils vont être impactés de façon différente dans leur quotidien. Donc c'est logique de pouvoir avoir des primes qui sont échelonnées. Là aussi, vous m'interrogez sur le mérite. C'est une façon de récompenser l'engagement qui est plein et entier de nos agents publics. J'assume parfaitement le système qu'on a mis en place. Vous ne comprendriez pas que la CGT, Force ouvrière, que des agents publics fassent grève pendant les Jeux. Au-delà de moi, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ceux qui nous écoutent ce matin, ils comprendraient? Je pense que la réponse est non. Vous leur demandez de ne pas faire grève. Bien sûr. Et je m'engage à répondre. Vous savez, moi, je suis bon élève, c'est comme ça que depuis 2 ans... À répondre, c'est-à-dire s'ils demandent 500 euros de prime on a fait quoi. Avancer les choses à l'ensemble des préoccupations des organisations syndicales. Il n'y a pas que la CGT dans la vie. Moi, je discute avec toutes les organisations syndicales représentatives de la fonction publique et qui ont des revendications tout aussi précises. Et donc, nous répondons. J'entends dire qu'il n'y a aucun dialogue social sur la question des Jeux. C'est vraiment des foutaises, je le dis très directement à votre antenne. Il n'y aura pas de grève pendant les Jeux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour répondre aux préoccupations légitimes des agents, primes, garde d'enfants, aménagement du temps, prise en compte des congés pour les enfants avec des centres de vacances, on est en train de débloquer des places, etc., pour qu'il n'y ait pas de raison de faire grève. C'est un engagement exceptionnel, celui que nous demandons à nos agents publics. Et je le redis, la fonction publique, elle est toujours au rendez-vous quand il y a des grands moments de crise ou de mobilisation dans le pays. Elle le sera à nouveau. Et je crois que la réalité des choses, c'est qu'on puisse ne pas avoir de grève au moment des Jeux. Je l'ai déjà dit, je crois que tout le pays le souhaite de cette façon-là. Stanislas, j'ai une dernière question. Expérimentation à partir d'aujourd'hui, la semaine de 4 jours.
Oui. Dans la fonction publique. La semaine en 4 jours. C'est-à-dire qu'on aménage le temps de travail. Vous aménagez le temps de travail. On garde le même temps de travail, oui. Mais on propose aux agents publics de s'organiser un peu différemment. C'est le Premier ministre qui a demandé qu'il y ait des expérimentations de cette nature-là, et je pense qu'il a bien raison. Et la semaine différenciée pour les parents divorcés, c'est une idée que vous aviez, qui a été reprise par Gabriel Attal. En tout cas, moi, c'était votre idée au départ. Mais c'est une idée auquel je crois. Je pense qu'on peut travailler différemment. Oui. Moi, j'interroge les agents publics et ils me disent... Vous allez mettre en place dans la fonction publique cette semaine différenciée? Oui, je vais le proposer en tout cas. J'envoie aujourd'hui un document de cadrage à toutes nos administrations pour leur dire voilà comment on va réfléchir à la question. La semaine prochaine, autour du Premier ministre, on réunit l'ensemble du gouvernement pour travailler globalement à la question des conditions de travail. Comment le travail est en train de changer, comment on s'organise différemment. Et donc oui, je pense qu'on peut mettre en place un cadre qui doit être un cadre collectif. Je le dis, parce que je pense que c'est très important d'appréhender cette question de façon collective, de se poser la question de comment est-ce qu'on organise un service, un collectif de travail, que, je le précise aussi, on ne perde jamais en efficacité de nos services publics. Je pense à la question notamment des horaires d'ouverture, et qu'on puisse effectivement proposer collectivement aux agents publics de s'organiser différemment. Moi, je pense qu'il y a des questions très intéressantes. La semaine que vous avez appelée différenciée, c'est intéressant. Vous avez des parents divorcés qui ont une semaine leurs gamins, et puis la semaine suivante, les gamins sont avec le papa, avec la maman. Posons-nous la question de travailler un peu plus d'heures la semaine A, un peu moins d'heures la semaine B. On travaille le même nombre d'heures au final, et puis on a organisé sa vie un peu différemment. Je pense qu'être un employeur moderne, et je crois que la fonction publique peut l'être, elle peut être l'employeur le plus attractif de notre pays, j'y crois, je pense qu'il n'y a aucune fatalité, c'est aussi s'intéresser à ces questions-là. Merci Stanislas Guerini d'être venu nous voir, 0826 300 300, vous intervenez et on se retrouve après les infos.